Chapitre 6. Le déchirement des limites. Nous nous étions mis en quête d'un moi dans toute cette mécanique dedans, dehors. Nous avions tellement besoin de quelque chose qui n'était pas cette somme génétique, cette fiction légale, ce curriculum vitae qui est comme un curriculum de mort, cette addition de nos faits et gestes dont le total est nul, ou en perpétuel espoir de je ne sais quoi. Cette crête d'existence qui se dérobe sans cesse sous nos pas et file là-bas vers une autre vague, qui est seulement la répétition plus ou moins heureuse d'une même histoire, d'un même programme enclenché dans l'ordinateur avec les chromosomes des parents, les études, les formations et les déformations. Quelque chose qui n'était pas cette serviette qu'on promène sous le bras, ni ce stéthoscope, ni ce stylo, ni la somme de nos sentiments, ni la somme de nos pensées toujours pareilles, ni le total d'un millier de visages et de rendez-vous qui nous laissent toujours semblables et seuls dans notre petite île de moi qui n'est pas moi, qui est un million de choses déversées du dehors, d'alentour, d'en haut, d'en dessous, par la vie, le monde, les êtres. Où est moi? Qui est moi là-dedans? Où suis-je? Et cette question était devenue si suffocante qu'un jour nous avions fait un pas dehors, un pas dans rien, qui était peut-être quelque chose. Mais c'était tout, la seule sortie de l'île de plomb. Et peu à peu, dans cette petite distance vide entre cette ombre de moi mécanique et ce quelque chose, ou ce rien, qui regarde tout ça, nous avons vu une flamme de besoin grandir en nous. Un besoin qui devenait de plus en plus intense et criant à mesure que l'obscurité s'épaississait en nous, autour de nous. Une flamme de je ne sais quoi qui brûlait dans cette nullité écrasante. Et lentement, lentement, comme une vague aurore sous la nuit, comme une cité lointaine sous la brume, nous avons vu surgir des petites lueurs clignotantes, de vagues indices, si vagues qu'ils étaient comme des feux sur une mer obscure, dont on ne sait pas s'ils sont à 20 mètres ou à 10 000, et si ce n'est que le reflet de quelque étoile, la phosphorescence des noctiluques sous la vague. Mais même ce rien-là était déjà quelque chose dans un monde où il n'y avait formidablement rien. Et nous avons persévéré. Cette flamme de besoin s'est installée en nous, ou en dehors de nous, ou à la place de nous. C'était devenu notre compagnon, notre présence dans l'absence de tout, notre point de référence, notre intimité qui brûle, et c'est tout. Et plus elle grandissait, appelait en nous, appelait tellement dans ce rien vide et suffocant, plus les signes se précisaient, se multipliaient, s'allumaient un peu partout sous nos pas, comme pour nous dire « Tu vois, comme si d'appeler le nouveau monde le faisait naître, comme si quelque chose répondait. Et les petits feux fragiles se sont reliés, affermis, ont tracé des lignes, des coordonnées, des passes, et nous avons commencé à entrer dans un autre pays, une autre conscience, un autre fonctionnement d'être. Mais où est moi dans tout cela? Où est celui-là qui dirige et possède, ce voyageur singulier, ce centre qui n'est pas du singe ni de l'homme? Alors nous avons bien regardé à droite et à gauche. Où est moi? Qui est moi? Il n'y a pas de moi. Pas une trace, pas une ride. À quoi ça sert? Il y a cette petite ombre de vent qui accaparait, entassait des sentiments, des pensées, des pouvoirs, des plans, comme un mendiant qui a peur d'être volé, peur de ne pas avoir, qui thésaurisait dans son île et crevait de soif, toujours soif, au milieu de la belle nappe d'eau, qui tirait des lignes de défense et dressait ses châteaux comme cette immensité trop grande pour lui. Mais nous sommes sortis de l'île de plomb. Nous avons laissé tomber le château fort,
qui n'était pas si fort que cela. Et nous sommes entrés dans un autre courant qui semblait inépuisable. Un trésor qui se prodiguait sans souci. Qu'avions-nous à retenir de cette minute? La minute suivante était une autre richesse. Qu'avions-nous besoin de penser et de prévoir? La vie s'organisait selon un autre plan, qui déjouait tous les vieux plans et laissait entrevoir, parfois, une seconde, dans une fusée qui était comme un rire, un merveilleux inattendu, une liberté subite, un désenchaînement complet du vieux programme, une petite loi légère qui filait entre les doigts, ouvrait les portes, faisait basculer d'une pichenette les conséquences inéluctables et toutes les vieilles lois de fer, et nous laissait, un instant, interdits, sur le seuil d'un inconcevable ensoleillement, comme si nous étions passés dans un autre système solaire, qui n'est peut-être pas un système du tout, comme si le déchirement des limites mécaniques du dedans avait provoqué un même déchirement des limites mécaniques du dehors. Peut-être parce que nous sommes devant une seule et même mécanique. Le monde de l'homme est ce qu'il le pense. Ses lois sont l'enchaînement de son propre enchaînement. Pourtant, il y a une logique dans cette autre façon d'être. Et c'est cette logique-là qu'il nous faudrait prendre au piège, si possible, si nous voulons opérer consciemment le passage à l'autre état, non seulement dans notre vie du dedans, mais dans notre vie du dehors. Il faut connaître les règles du passage. À vrai dire, elles ne se livrent pas facilement, parce qu'elles sont trop simples. Il faut expérimenter, regarder, observer infatigablement, et surtout, regarder dans le microscopique. Et nous supposons que les grands primates d'autrefois, qui s'essayaient à devenir hommes, durent peu à peu découvrir le secret de l'autre état par un millier de petites secondes éclairs, où ils s'apercevaient que cette mystérieuse petite vibration qui venait s'interposer entre eux et leur acte mécanique avait le pouvoir de façonner autrement le geste et le résultat du geste. Un principe non matériel se mettait subrepticement à changer la matière et les lois de l'escalade des arbres. Et, supposons-le encore, il finissait peut-être par être frappé par l'insignifiance du mouvement qui déclenchait de si vastes conséquences. Et c'est sans doute pour cela qu'il leur échappait si longtemps. C'était trop simple. Ça ne s'en prenait pas à de vastes opérations, de grandes affaires de singes, mais à de tout petits gestes. À ce caillou qu'on ramasse par hasard au bord du chemin et qu'on retient un instant dans sa main. À ce petit jeu de soleil sur cette jeune pousse parmi les millions de pousses de la forêt, tellement semblables et vaines. Mais cette pousse et ce caillou, on les regarde avec une différence. Et tout est dans cette différence-là. Il n'y a donc pas de trop petites choses pour le chercheur du nouveau monde. Et la moindre fluctuation du mode vibratoire intérieur est notée soigneusement avec le geste qui l'accompagne, avec la circonstance qui surgit, le visage qui passe. Mais nous disons bien vibration. La pensée a très peu à voir là-dedans. Elle appartient à la vieille gymnastique mentale et n'a guère plus d'effet pour la nouvelle conscience que l'escalade des arbres n'en avait pour la première pensée. C'est plutôt comme un changement de coloration intérieure, un jeu d'ombre fugace et de petits coups de soleil, de légèreté et de lourdeur, une variation infime dans le rythme, des saccades ou des coulées tranquilles, ou des pressions soudaines qui font lever un regard, des éclaircies, des malaises, des plongées inexplicables. Et il n'y a pas d'inutilité, pas de vaine pousse dans la forêt, pas d'encombrement, pas de choses à écarter, pas de circonstances fâcheuses, de lieux défavorables, de rencontres intempestives, d'accidents malheureux. Tout est bon pour le chercheur du nouveau monde. Tout est son terrain d'étude. On dirait presque que tout est donné pour qu'il apprenne le métier.
Et le chercheur commence à mettre le doigt sur la première règle du passage. Tout va dans le sens. Tout abonde dans le sens. Il n'y a pas d'encombrement, pas d'adversaire, pas d'obstacle, pas d'accident, pas de choses négatives. Tout est suprêmement positif. Tout nous fait signe, nous pousse à la découverte. Il n'y a pas de choses infimes, il n'y a que des moments d'inconscience. Il n'y a pas de circonstances contraires, il n'y a que des attitudes fausses. Mais quelle est-elle, cette attitude qui fait jaillir la nouvelle conscience? Quel est ce regard qui fait toute la différence? L'attitude est simple, nous l'avons dit. Il faut d'abord s'être désengrené de la mécanique et vivre dans cette étendue derrière. Nous disons derrière, mais à vrai dire, nous ne savons pas très bien s'il y a un avant, un arrière, un haut, un bas. C'est seulement une distance avec nous-mêmes. La vieille ombre, une sorte de position dominante et en retrait. Comme si cette ombre faisait partie d'un tableau que l'on regardait parmi beaucoup d'autres choses. Mais qui regarde? Où est-il ce moi qui regarde? Et là aussi, c'est un étrange moi, qui n'est pas moi. On dirait que moi n'est plus dans le corps, au centre de la toile d'araignée mentale et vitale, mais que le corps est dans moi, avec beaucoup d'autres choses. Et plus le désengrainement se fait complet, plus ce moi semble s'étendre, toucher beaucoup de points, être capable de vivre à de nombreux endroits différents, sans difficulté de distance, comme s'il ne dépendait plus des sens. Et peut-être pouvait-il vivre innombrablement ici ou là, selon que le rayon s'oriente. C'est un moi innombrable. La condition de base semble être ainsi cette petite étendue claire, derrière, cette coulée qui grandit. Il faut que le milieu soit clair, sinon tout se brouille. Et il n'y a plus de regard du tout, mais le vieux méli-mélo habituel. Mais cette clarté est seulement une condition de base pour autre chose. L'outil est nettoyé pour servir. Et nous revenons à notre question. Quelle est cette sorte de regard qui déterre la nouvelle conscience? Car il s'agit bien de déterrer. C'est là, ce n'est pas à des millions de kilomètres dans les cieux ni dans les espaces. C'est si proche qu'on ne le voit pas. Ça n'a l'air de tellement rien qu'on passe à côté, comme le singe qui passe 1000 fois à côté de la rivière, sans voir le torrent d'énergie qui pourrait transformer son monde. Notre regard est faux, parce qu'il voit tout à travers le prisme déformant de sa mécanique. Et elle est innombrable et subtile, cette mécanique. Elle est faite de millénaires d'habitudes qui sont tout aussi déformantes dans leur diablerie que dans leur sagesse. C'est le résidu de l'anthropoïde qui a dû dresser des barrières pour protéger sa petite vie, sa petite famille, son petit clan, tracer des lignes ici, des lignes là, des bornes frontières, et d'une manière générale, assurer sa vie précaire en la solidifiant dans une carapace de moi, individuelle et collective. Il y a donc ce qui est bien et ce qui est mal, le bon, le mauvais, l'utile, le nuisible, le permis, le défendu. Et peu à peu, nous nous sommes encroutés dans un formidable réseau policier où nous avons à peine la liberté spirituelle de respirer. Et encore, même cet air-là est-il vicié par d'innombrables décalogues qui sont juste d'un degré au-dessus de l'air vicié par le carbone de nos mécaniques. En somme, nous sommes constamment en train de rectifier le monde. Mais cette rectitude, nous commençons à nous apercevoir qu'elle n'est pas si droite. Pas une seconde, nous n'arrêtons de poser nos lunettes multicolores sur les choses pour les voir dans le bleu de nos espoirs, le rouge de nos désirs, le jaune de la morale et des lois toutes faites, et le noir, la grisaille sans fin de la mécanique qui tourne et qui tourne à perpétuité.
le regard, le vrai regard, qui aura le pouvoir de sortir de cet envoûtement mental, et donc celui qui pourra se poser clairement sur les choses, sans les rectifier instantanément. Se poser là, sur ce visage, cette circonstance, cet objet, comme on pose son regard sur la mer infinie, sans rien chercher à savoir ni à comprendre. Surtout pas comprendre, parce que c'est encore la vieille mécanique qui veut solidifier. Se laisser porter par cet infini tranquille, fluide, baigner dans ce qu'on voit, couler dans la chose, jusqu'à ce que, lentement, comme de très loin, comme du fond d'une mer tranquille, émerge une perception de la chose vue, de la circonstance troublante, du visage près de nous. Une perception qui n'est pas une pensée, pas un jugement, à peine une sensation, mais qui est comme la teneur vibratoire de la chose, son mode d'être particulier, sa qualité d'être, sa musique intime, sa relation avec le grand rythme qui coule partout. Alors, lentement, le chercheur du nouveau monde verra comme une petite étincelle de vérité pure au cœur de la chose, de la circonstance, du visage, de l'accident. Un petit cri d'être vrai, une vibration vraie sous tous les enrobements noirs et jaunes, et bleus, et rouges. Quelque chose qui est la vérité de chaque chose, chaque être, chaque circonstance, chaque accident. Comme si la vérité était partout, à chaque instant, chaque pas, mais seulement enrobée de noir. Alors, le chercheur aura posé le doigt sur la deuxième règle du passage, et le plus grand de tous les simples secrets. Regarde la vérité qui est partout. Armé de ces deux règles, solidement établi dans sa position ensoleillée, cette clairière silencieuse, le chercheur du nouveau monde va au sein d'un moi plus grand, infini peut-être, qui embrasse cette rue et ses êtres, et tous ces petits gestes de l'heure. Il va tranquille, et comme porté par un grand rythme, qui porte aussi ses êtres et toutes ces choses autour de lui, ces 1000 rencontres surgies on ne sait d'où, et qui s'en vont là-bas. Il regarde cette petite ombre qui va, et qui semble aller depuis si longtemps, qui marche depuis des existences, peut-être, répétant les mêmes petits gestes, trébuchant ici et là, échangeant les mêmes paroles sur l'air du temps, et tout est si semblable, si mêlé de douceur, que cette rue et ses êtres, et ces rencontres qui passent, semblent fondus dans une même coulée, jaillis du fond des nuits, revenus d'une même histoire pareille, sous un ciel d'Égypte, ou de l'Inde, ou de la Loire, aujourd'hui ou hier, ou il y a 5000 ans. Et qu'y a-t-il de changé vraiment? Il y a ce petit être qui marche avec son feu de vérité, son feu de besoin, si intense au milieu de cette ruée du temps. Un feu, c'est peut-être tout ce qui est lui, vraiment. Un appel d'être du fond des temps, un cri toujours pareil dans cette immense coulée des choses. Et qu'appelle-t-il? Que crie-t-il, cet être? N'est-il pas dans ce vaste ensoleillement qui grandit, ce rythme qui porte tout? Il est, et il n'est pas. Il a un pas dans une éternité tranquille, et l'autre qui trébuche et tâtonne. L'autre dans un petit mois de feu qui voudrait emplir cette seconde du temps, ce vaste geste, ce pas parmi des milliers d'autres pareils, d'une totalité d'existence vraie aussi complète que les millénaires réunis, d'une exactitude aussi nécessaire que l'entrecroisement des étoiles sur sa tête, et que tout soit vrai, vrai, totalement vrai et plein de sens dans cet énorme tourbillon de vanité. Que cette ligne qu'il croise, cette rue qu'il traverse, cette main qu'il tend, cette parole qui tombe, se rattache à la grande coulée des mondes, au rythme des étoiles, aux lignes, aux innombrables lignes qui sillonnent cet univers et font un chant total, une vérité pleine du tout et de chaque parcelle du tout. Alors, il regarde ces petites choses qui passent, il les emplit de son feu d'appel. Il regarde,
et regarde cette petite vérité qui est partout, comme si elle allait jaillir, forcée d'être par son feu. Et il est vrai que le monde se met à changer sous nos yeux, et que plus rien n'est infime, plus rien n'est séparé du reste. Nous assistons à une grande naissance totale. Notre simple regard a d'étranges prolongements, notre petit geste un écho qui s'étend. Mais là aussi, c'est une naissance timide. Ce sont des petites touches de naissance éparpillées. Le chercheur est en arrêt devant des petits jaillissements épars. Des faits sans rapport apparemment, un peu comme l'ancien hominien qui regardait cette branche souple et cette liane, et ce silex éparpillé, avant de les réunir en un arc et de frapper sa proie, en pleine course. Il ne connaît pas les rapports, ils sont presque à inventer. Mais nos inventions sont seulement une découverte de ce qui est déjà là, comme la rivière et comme la liane dans la forêt. Un monde nouveau, c'est une découverte de nouveaux rapports. Or, nous sommes à l'âge du deuxième retour sur soi. Et l'invention, la vraie invention, n'est plus celle qui mettra en rapport deux objets matériels par le phénomène subtil d'une pensée. C'est celle qui saura mettre en rapport cette même matière avec le phénomène plus subtil d'un deuxième degré de conscience, silencieux et sans pensée. Notre âge n'est plus de perfectionner la matière par la matière, plus d'élargir la matière en additionnant d'autres matières. Nous étouffons déjà sous cette pléthore monstrueuse qui nous enchaîne et qui, au fond, n'est qu'une amélioration de la technique du singe, mais de transformer la matière par ce pouvoir plus subtil, ou plutôt, peut-être, de lui faire révéler le propre pouvoir de vérité qu'elle contient. Il est difficile de voir des exemples parmi ces milliers de petites expériences microscopiques dont on sait à peine si elles sont des expériences, des coïncidences ou des imaginations. Pourtant, elles se répètent, elles insistent, comme si un invisible doigt de lumière guidait nos pas, arrêtait notre geste, faisait une subtile pression sur un point ou un autre, jusqu'à ce que nous ayons compris. Alors, la pression se relâche, et l'on passe à un autre point, qui semble revenir et revenir avec la même insistance. Une expérience, c'est un millier d'expériences qui ne se savent pas. Il n'y a pas de recette, pas de notice explicative. Il faut marcher, trébucher, marcher encore, jusqu'à ce que, tout d'un coup, il y ait un petit « Ah !» qui bouche un millier de trous. Elles sont de deux sortes, ces expériences, positives et négatives. Et elles partent de la petite unité subjective que nous sommes pour s'étendre à la grande unité objective où nous nous mouvons. Puis il est un point où cette subjectivité et cette objectivité se fondent. Cette petite matière avec la grande matière. Et tout se meut d'un seul mouvement. C'est le déchirement des limites. Parmi ces innombrables petits jaillissements de début, celui qui revient le plus constamment, c'est l'interpénétration ou l'interfusion de l'intérieur et de l'extérieur, mais dans le sens inverse de celui qui accourt dans la mécanique matérialiste. Là, un coup sur les doigts provoque un trouble dans notre substance interne. Ici, un trouble dans notre substance interne provoque un coup dans la matière. Et l'expérience se répète à des milliers d'exemplaires et à tous les étages de notre être pour que nous comprenions bien le processus. Elle est négative tout d'abord. Elle nous attrape par le défaut de notre cuirasse, comme si l'erreur était toujours la porte d'une vérité plus grande. Nous sommes donc sortis de notre petite clairière, happés de nouveau par la mécanique. On devrait dire par la douleur, car c'est vraiment un moi de douleur. Et toutes les circonstances se mettent subrepticement à changer, parfois même d'une façon éclatante qui peut aller jusqu'à l'accident physique. Et pourtant, il n'y a pas eu de vilaine pensée là-dedans, pas de vieux désir ni d'agitation mécontente. Il y a eu seulement une légère glissade dans la vieille habitude d'être sous un poids anxieux,
un obscurcissement sans raison apparente, une perte du petit rayon clair. Et tout se met à grincer. Rien ne s'accorde, rien ne se rencontre. Les gestes sont à côté. Le pied se tord dans l'escalier. On retombe dans une sorte d'effort lourd, comme si tout le temps nous étions en train de peser contre un mur. Puis on s'arrête un instant. On fait le silence. Un pas en arrière. On rallume ce feu de besoin, qui est vraiment comme un cri d'asphyxie. Et tout s'aère subitement, s'allège, se détend. Le mur tombe. On a repris pied dans le grand espace. Retrouvé le rythme. La petite musique au fond des choses. Et toutes les circonstances se mettent imperceptiblement à basculer dans un autre sens. Inattendu, léger, fortuit, plein de petits sourires épars qui semblent jaillir d'ici, jaillir de là, et nous faire signe. Parfois même c'est comme un arrangement miraculeux, mais de minuscules miracles qui n'ont pas la vantardise de montrer leur pouvoir, qui ne tiennent même pas à ce que nous les reconnaissions, et qui sourient simplement, si nous mettons le doigt dessus, d'un air de dire « comme tu es bête ». Et en effet, on se trouve tout bête. On débouche tout d'un coup sur un incroyable territoire, comme si, partout, s'allumaient des petits feux vivants, fantasques, légers, des clins d'œil ravis et presque malicieux, comme si des portes s'ouvraient en des milliers de coins, des gouttes de trésors perlées partout, et tout semble subitement suivre une autre loi, vivre dans un autre rythme, à croire que nos yeux avaient mal vu pendant des siècles. Et puis ils voient juste, le monde devient vrai, tout se révèle, tout est une révélation. Il suffirait presque de dire « c'est comme ça », et la circonstance devient exactement comme nous l'avons vu à cette seconde. Elle obéit à l'ordre, elle adhère inexplicablement, comme s'il y avait une coïncidence parfaite, instantanée, entre la matière et ce coup d'œil qui s'est ouvert en nous. Tout est possible, tout devient possible. On dirait un miracle, mais ce n'est pas un miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a seulement des rapports que nous ne saisissons pas. Et l'expérience se répète pour que nous la saisissions bien. Elle est fugace, fantasque, et s'esquive quand nous voulons l'attraper. Elle dépend d'autre chose. Et nous revenons encore et encore sur cette autre chose, qui n'a l'air de rien, qui est simple comme un sourire, légère comme le vent, consentante comme la fleur sous le soleil. Peut-être est-ce cela, un consentement total, une sorte d'adhésion pleine de soleil, à tout, à chaque seconde. Mais, toujours, c'est comme une éclosion du dedans. Quelque chose qui s'ouvre et qui communique instantanément et directement avec la matière. Comme si le point de vérité en nous avait rejoint, touché les mêmes points de vérité dans la matière. Ça coule sans séparation. Ce que ça veut là, dans ce point de moi, est voulu là aussi dans ce point de matière. Parce que c'est une seule et même substance, une seule et même volonté, un seul et même moi global, un seul et même rythme. Des horizons fabuleux s'ouvrent devant nous, une seconde, puis disparaissent. Le chercheur a heurté un élusif secret qui contient en germe la merveille du nouveau monde, aussi sûrement que la première pensée du singe contenait en germe les merveilles d'Einstein. Mais une merveille libre, totalement démécanisée, totalement indépendante de tous les mécanismes extérieurs. Une sorte de jaillissement spontané du dedans. Il a posé le doigt sur la troisième règle d'or du passage. Du dedans au dehors. La vie n'est plus l'effet d'une manipulation des phénomènes extérieurs, d'une addition et d'une combinaison des matières par le pouvoir de la mécanique mentale, mais le déroulement d'un phénomène intérieur qui manie la vérité de la matière par la vérité intérieure.
C'est un déroulement de vérité, dans la vérité et par la vérité. Et une fois encore, nous sommes frappés par un même phénomène. Ces petits jaillissements fugaces ne s'en prennent pas à de grandes choses, de grandes affaires d'hommes époustouflantes et sensationnelles. Ce sont d'humbles miracles, on pourrait dire de minutieux miracles de détail, comme si la clé était là, dans cette toute petite quotidienneté trébuchante, à ras de terre, surprise, comme si, en vérité, une victoire gagnée sur un infime point de matière était plus lourde de conséquences que tous les voyages sur la Lune et les immenses révolutions des hommes, qui ne révolutionnent rien finalement. Et ce fonctionnement nouveau nous apparaît, en effet, radicalement nouveau. Il ne ressemble en rien au pouvoir dit spirituel ou occulte que l'on peut obtenir lorsqu'on grimpe l'échelle de la conscience. Ce ne sont pas des pouvoirs prophétiques, pas des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de lévitation, les 1001 pauvres pouvoirs qui n'ont jamais guéri la pauvreté du monde. Ce ne sont pas des feux éclatants qui viennent un instant s'imposer au regard des hommes pour les laisser après tels qu'ils étaient avant, somnolents et doués de cancer. Pas de brèves impositions d'en haut qui viennent bouleverser les lois de la matière pour la laisser retomber le moment suivant dans son épaisse obstination récalcitrante. C'est une nouvelle conscience, nouvelle, entièrement nouvelle comme une jeune pousse sur l'arbre du monde. Un pouvoir direct, de matière à matière, sans intervention d'en haut, sans circuit descendant, sans intermédiaire déformant, sans trajet diluant. La vérité ici répond à la vérité là, instantanément et automatiquement. C'est une conscience globale, innombrablement et infinitésimalement consciente de la vérité de chaque point, chaque chose, chaque être, chaque moment. Nous pourrions dire que c'est une conscience divine de la matière, celle-là même qui un jour a jeté cette graine dans notre bonne terre, et ces millions de graines folles, et ces millions d'étoiles, connaissant parfaitement et à chaque moment tous les degrés de son déroulement, jusqu'à la plus minuscule foliole. Tout s'accorde lorsqu'on s'accorde à la loi, parce qu'il n'y a qu'une loi, en vérité, une loi de vérité. La vérité est la suprême efficacité.